Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, on va se questionner sur votre identité. Qui êtes-vous? Peut-on changer ou reste-t-on toujours le même? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne présente pas le moins du monde ce que l'on est. Alors, qui êtes-vous réellement? La question du qui suis-je est centrale en philosophie d'identité et peut-être au cœur de vos interrogations existentielles. Lorsque l'on vous demande de vous présenter, que répondez-vous? Généralement, on se dévoile par son nom de famille, son statut social, sa nationalité, son lieu de résidence ou sa région natale. Il s'agit d'éléments qui ne changent pas ou peu. L'individualité renverrait ainsi à l'immuabilité, à ce qui ne change point à travers le cours du temps. En deçà des modifications biologiques, psychologiques et sociales, il subsisterait donc un impermanent, un substrat identique et singulier. Dans le moi, il demeurerait un fond ontologique diffus. Les thérapies longues, comme la psychanalyse, partent également à la recherche de l'origine des choses. Tout cela repose sur le postulat implicite selon lequel l'individu se définit par son passé. C'est l'histoire, notre récit de vie, qui définirait chacun d'entre nous. Cette représentation provient d'une vision très scientiste et démocritéenne du monde, d'après laquelle tout est cause de tout. Notre identité, notre agir, notre morale seraient causés par des faits antécédents. Rien ne pourrait échapper à la loi universelle de la causalité et des chaînes de cause et d'effet. Pas même vos propres choix. Cette métaphysique renvoie alors une vision déterministe et matérialiste de l'homme. Ce dernier serait produit par ses gènes, son histoire de vie, sa culture, mais en aucun cas serait construit par lui-même. À partir de là, on ne peut que considérer l'esprit comme un agrégat de particules en mouvement. Le génie créatif de l'homme n'existerait pas. Nous sommes agis, tels des automates, par des forces agissantes. Alors, quelles sont les conséquences de ce mythe matérialiste et déterministe? Le but de la science, c'est de décrire des mécanismes, c'est-à-dire des processus d'engendrement décrivant l'apparition des phénomènes physiques. Dans cette logique, l'esprit doit se comprendre comme causé par des événements antérieurs. Le libre choix, la volonté pure, la liberté d'agir deviennent alors des chimères qui s'expliquent par des réactions physico-chimiques, des inconscients, des normes sociales. Pour la science, le choix, entendu comme un espace de possibilités d'action multiples, n'existe pas. L'individu est déterminé. La conséquence de cette doctrine semble que nous soyons toujours en recherche d'explications pour mettre en lumière non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. L'être, seulement préhensible sous le prisme du passé, ne pourrait créer et se créer. De facto, la connaissance de soi renvoie à la conscience de ses limites. Par exemple, les neurosciences nous expliquent que nous sommes sans cesse gouvernés par différents systèmes de traitement automatique des informations. La détermination de l'action serait hors de portée de l'individu. L'être humain serait frappé d'un déficit fondamental. Il serait en quelque sorte étranger à lui-même. La science et la philosophie moderne ont ainsi condamné l'homme à l'asservissement. Ce discours réductionniste, limitant l'action à une simple réaction, a une valeur performative indiscutable. Comme une prophétie autoréalisatrice, la croyance d'être agi se cristallise en elle-même. On en vient alors à se persuader que l'on échoue, que l'on déprime, que l'on stresse à cause de facteurs environnants. La famille, les gènes, l'entreprise, l'époque dans laquelle on vit. Autrement dit, on se place en victime de la mauvaise fortune. Ce matérialisme vulgaire, ce paradigme simpliste, nous déresponsabilise en quelque sorte de nous-mêmes. Si tout s'explique, je ne suis cause de rien, mais toujours un effet de quelque chose. Ce causalisme est un passéisme qui promeut un récit assujettissant qui place les hommes en esclaves du sort. Peut-on se libérer de son passé? Penser la liberté implique de s'extraire de la démarche logicienne et mathématicienne de la philosophie platonicienne et traditionnelle. L'approche autopoïétique pense que les propriétés créatives de l'être humain ne peuvent faire l'objet d'une réduction. L'homme se définit par la possibilité de créer et de se créer. L'imagination humaine peut fixer ses propres lois à la physique. Elle peut s'annihiler, s'autodétruire, aussi bien que se multiplier et s'autoconstruire. Une tradition philosophique, bien que minoritaire aujourd'hui, a défendu ce principe. Bergson, Bachelard, Alain ou encore Pessoa ont tous conféré une qualité de créateur et de législateur, d'artiste en somme, au soi.
Autopoïèse signifie création de soi et désigne la propriété de l'individu de se construire lui-même. L'être peut survenir de son substrat biologique et matériel. Doté d'une certaine autonomie, l'individu peut se transformer, se créer, se détruire. Un être autopoïétique crée continuellement sa propre organisation. Il se construit lui-même par des mécanismes d'auto-engendrement. Dans la théorie autopoïétique, l'individu se comprend comme un être libre et autonome, créateur de soi, qui se pose ses propres lois et se situe à l'origine de ses normes. Cet espace de créativité permettant de se libérer de ses chaînes, il faut le développer en cultivant son imaginaire. L'imagination est une source de création et de libération. Du coup, la question du « qui suis-je » n'a pas de sens, comme le souligne Gilles Deleuze. Ce que l'on est, ce que l'on devient change constamment. Pour se comprendre, rien ne sert de saisir ce qu'il s'est passé. Le passé ne nous dit rien du présent comme du devenir. Jamais les choses ne se passent là où on croit, ni par les chemins qu'on croit. La question du « qui suis-je » recèle en elle-même le non-être, en renvoyant à l'histoire. Elle implique de répondre par le passé et l'impermanent. Cette interrogation, faussement existentielle, débouche forcément sur un récit déterministe. Quel est le principe de l'approche autopoïétique? La question que nous devrions tous nous poser chaque jour est celle du « que dois-je faire pour devenir ?» Cette interrogation invite à l'action, à l'imagination, à la création. Se définir par son projet futur a l'avantage de faire sienne son identité, de s'approprier le changement, de choisir son devenir. J'ai dirigé de nombreuses structures ces dernières années. Les premiers jours de la prise de poste, je faisais forcément une analyse de l'existant. Audit comptable, audit social, lecture des procès-verbaux d'assemblée générale et de conseil d'administration. Après un certain temps, je définissais un projet et des objectifs à coller à un plan d'action stratégique. J'organisais alors les ressources de l'entreprise dans le but d'opérationnaliser le projet et non d'opérationnaliser le passé. La démarche d'autopoïèse est similaire. On invite les individus à s'organiser au niveau mental, non en vertu de leur passé, mais de leur projet. Cela a deux avantages indéniables. D'une part, cela permet de devenir acteur de son propre changement. On place le sujet à l'origine même de son identité future. D'autre part, cette approche permet de substituer au discours victimaire un esprit entrepreneurial, de transformer des ressentiments négatifs en énergie positive. La tranquillité d'esprit est moins liée à l'assentiment au passé qu'à la projection dynamique dans un futur espéré. La psychanalyse et les thérapies traditionnelles font l'inverse. Elles pensent que le devenir est déterminé par le passé, que l'on doit ainsi revenir à l'origine des choses pour s'en abstraire. Pour reprendre l'image gestionnaire, on pourrait juste opposer que même la meilleure analyse de l'existant ne permettra pas de définir un projet futur. Le passé est figé et ne revient jamais, alors que l'avenir est encore et toujours à inventer. Vivre dans le passé ne permet pas de se construire un futur. Alors comment se préparer à un meilleur avenir? La science, la psychologie et la psychanalyse posent sans cesse des limites à l'homme. Celui-ci doit devenir tel que la nature l'a créé. La limitation de l'être peut prendre différentes formes, mais ces théories essentialistes affirment à l'unisson la pleine mesure du non-être. Leur conclusion est simple. L'avenir, simple cause du passé, s'impose à l'homme. En marge de ces édifices théoriques, réductionnistes, autopoïèse place le sujet comme acteur de son devenir. L'individu a la capacité de définir un projet et de se définir librement en fonction de sa réalisation future. L'individu et son projet peuvent se construire alors récursivement dans une dynamique vertueuse d'auto-engendrement. Au fil des étapes successives qui mènent à l'opérationnalisation de l'ouvrage, c'est le porteur du projet qui se construit lui-même. Vous êtes les artistes de votre vie. L'avenir est votre œuvre. Autopoïèse s'engage pour vous accompagner dans l'autocréation de votre identité et la définition de vos projets. Plus que l'argent, plus que le pouvoir, plus que l'amour, ce qui compte, c'est de se sculpter soi.